Vous avez choisi Médian TV pour vous informer, c'est une excellente idée. Tout de suite, place à l'invité de la rédaction, un entretien présenté par Oumar Baldé. Bonjour Oumar. Bonjour Pape Sergio. Et ce matin, avec votre invité, vous allez parler de cette mobilisation qui se poursuit dans le royaume pour barrer la route au nouveau variant du virus. Oui, barrer la route commence d'abord par identifier le virus, savoir à quel variant on a affaire. C'est ce que le Maroc vient de faire en mettant en place un réseau de laboratoires qui vont s'activer dans le séquençage de ce virus-là. On va voir ça dans l'invité de la rédaction tout de suite et c'est parti. Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Le Maroc ne veut laisser aucune chance aux nouveaux variants. Alors dans le cadre de sa stratégie de veille génomique au coronavirus, le ministère de la Santé vient de mettre en place un consortium de laboratoires. Objectif, faciliter la détection de ces nouveaux variants. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ce matin El Moustapha El Fahim, qui est directeur du laboratoire génomique fonctionnel au Centre national de la recherche scientifique et technique de Rabat, le CNRST. Bonjour El Moustapha El Fahim. Bonjour M. Omar. Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous dire de quoi est composé ce consortium de laboratoires? Oui, donc le consortium des laboratoires est une initiative du ministère de la Santé. Il regroupe un certain nombre de laboratoires qui sont dotés des équipements de séquençage. Donc, il y a la plateforme génomique fonctionnelle de CNRST que je dirige, il y a le laboratoire de biotechnologie médicale de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, il y a également l'Institut Pasteur et bien sûr le laboratoire qui coordonne l'ensemble de ces activités, c'est le laboratoire de virologie de l'Institut national d'hygiène. Voilà, ça c'est la composition initiale. Alors, quelles sont les particularités de ces différents laboratoires en fait? En fait, ces différents laboratoires sont dotés tous de la même technologie de séquençage qu'on appelle séquençage nouvelle génération et qui permettent de séquencer le génome entier de virus. Et donc, le consortium va mettre en place non seulement la stratégie de séquençage, mais la stratégie de détection des variants avec différentes compositions techniques qu'on va détailler. Alors, dans ce cas, justement, pour continuer sur cette lancée, quelle est donc la mission principale de ce réseau de laboratoires? Alors voilà, en guise d'introduction, je tiens à dire que le séquençage de génome de SARS-CoV-2 a démarré depuis qu'on a détecté et confirmé les premiers cas de SARS-CoV-2 au Maroc. Donc, sur le plan recherche biomédicale et recherche scientifique, nous avons accompagné depuis mars et nous avons réalisé le séquençage d'un certain nombre de génomes. Ça c'est. Mais la composante maintenant qui est la plus importante, c'est comment ces données de séquençage vont être mises à profit pour informer les autorités sanitaires de l'apparition de ces nouveaux variants qui ont un impact sur la prolifération de virus. Donc il s'agit vraiment de mettre une stratégie de détection qui va être confirmée par le séquençage. Alors justement, cette plateforme de séquençage, quel sera le plus qu'elle va apporter? Alors, en termes de plus, c'est que actuellement, ce qu'il faut faire pour détecter les nouveaux variants, c'est une nouvelle technique de PCR, la même que celle qu'on utilisait pour le dépistage et de dire qu'une telle personne elle est positive ou négative, mais il y a une variante de cette technologie de PCR en temps réel qui est dédiée spécifiquement pour les variants. C'est-à-dire qu'on va faire un screening, un criblage des cas par PCR spécialisé pour les variants, qui va être confirmé par une première technologie de séquençage qu'on appelle le séquençage classique. Une fois on a identifié le variant, on va faire recours au séquençage de haut débit pour avoir la signature complète du génome du virus. Parce qu'une seule mutation ne peut expliquer la dangerosité d'un virus. Alors, entrons un peu plus en détail sur les aspects techniques et dans ce cadre, quelle stratégie avez-vous adoptée du point de vue technique concernant donc ce séquençage?
Voilà, comme je viens de le dire, donc la stratégie technique est une stratégie qui est rationnelle et qui met à profit les compétences et les moyens dont on dispose. Donc, on ne peut pas se permettre de faire le séquençage massif haut débit parce qu'il coûte extrêmement cher. Pour vous donner une idée, le génome d'un virus, ça coûte environ 5000 dirhams. Donc, vous imaginez, on n'est pas en Angleterre, on n'est pas le Danemark qui séquence 100% des cas, mais on va faire un séquençage intelligent et rationnel. Donc, la première étape consiste à détecter la présence d'un éventuel variant par la technique de PCR spécifique au variant. Une fois on a cette présomption de présence du variant, on passe à la deuxième technique qui est la technique de séquençage classique et on va uniquement se focaliser sur le gène S et on va le séquencer très rapidement avec un grand nombre d'échantillons. Et la troisième étape consiste à faire le séquençage de génome en entier pour justement contribuer à l'effort international dans ce cadre. Alors, je rappelle que le 18 janvier dernier, l'Institut national d'hygiène a déclaré la présence d'un variant britannique. Alors, qu'en est-il des autres variants qu'on connaît à ce jour, à savoir le variant sud-africain ou brésilien? Alors, pour l'instant, avec les séquences qu'on a fait, on n'a pas encore détecté ces deux autres variants. Mais pour la stratégie que je viens de décrire, puisqu'on séquence le gène S en entier, n'importe quel variant à travers le monde, on serait donc capable de le détecter. Et donc, l'information la plus importante, c'est une fois on a détecté ce variant, et c'est ça le rôle de ce consortium, c'est d'informer les autorités sanitaires, notamment la direction de l'épidémiologie, pour prendre les mesures qui s'imposent. Donc, une fois on a la PCR qui indique la présence de ce variant, tout de suite la personne est isolée, les contacts sont identifiés, le temps qu'on confirme par séquençage. Et donc ça, c'est vraiment l'apport nouveau. Donc tout ce qu'on faisait en termes de séquençage, maintenant il a une composante sanitaire, c'est-à-dire informer les autorités pour la prise en charge, pour que ce variant ne se dissipe pas à travers la population. Moustapha El Fahim, je rappelle que vous êtes aussi coordonnateur d'un autre consortium, celui donc en charge de la recherche biomédicale sur le Covid-19 au Maroc. Parlez-nous de ces activités et de ces objectifs. Voilà, donc parmi les actions qui ont été entreprises au niveau de notre système de recherche et d'innovation à l'échelle nationale, il y avait les actions entreprises par le ministère de la tutelle, mais également l'initiative par l'Académie Hassan II des sciences et techniques. Et donc il y avait un premier webinaire sur quelles perspectives pour la recherche biomédicale pour appuyer la recherche et pour lutter contre le SARS-CoV-2. Donc cette initiative a été concrétisée sous forme d'un consortium qu'on appelle le consortium marocain de lutte contre le Covid-19. Elle a 4 composantes. Et c'est ça l'approche intégrative vraiment innovante. La première composante, c'est ce qu'on vient de parler, c'est la génomique de virus. La deuxième composante de ce consortium qui est initiée par l'Académie Hassan II, c'est la prédisposition de l'hôte. Donc, je l'explique brièvement. C'est-à-dire, vous connaissez, il y a certaines personnes qui sont asymptomatiques, d'autres qui ont des symptômes moyens, d'autres qui ont des symptômes vraiment très sévères. Et donc, la composante de l'hôte, c'est-à-dire la prédisposition génétique, pourrait expliquer une certaine forme. Et la troisième composante, c'est l'immunité de l'hôte. Donc, on a un virus, il y a une infection, donc il y a une réaction immunitaire et on veut comprendre vraiment les aléas de cette réponse immunitaire. Et la quatrième composante, c'est la composante épidémiologique. Et donc, la spécificité de ce consortium, donc comme je viens de le mentionner, c'est cette approche intégrative sur le plan scientifique pour appréhender la problématique de l'infection par le SARS-CoV-2 à travers le génome du virus, à travers la prédisposition génétique de l'hôte, l'immunologie et l'épidémiologie. La deuxième spécificité, c'est vraiment une intégration de toutes les composantes qui sont actives dans le domaine de la recherche. Donc, il y a différentes institutions qui sont impliquées, qui ont déjà fait le séquençage. Je cite quelques-uns.
le laboratoire de recherche médicale de la gendarmerie, le centre de virologie des maladies infectieuses de l'hôpital militaire et d'autres laboratoires, l'Institut Pasteur, l'Institut d'hygiène et beaucoup de centres, justement les centres hospitaliers universitaires qui sont impliqués. Donc vraiment, on est une dizaine d'institutions qui essayent de travailler et d'intégrer toutes les composantes pour apporter une réponse efficace et scientifique. Donc, on laisse de côté vraiment le jeu ou bien mon laboratoire et on adhère vers qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, c'est-à-dire intégrer les compétences, intégrer le savoir-faire, intégrer les structures pour apporter une réponse immédiate, c'est-à-dire donner des informations scientifiques basées sur des données pertinentes pour accompagner donc le système sanitaire de notre pays. Ça, c'est l'objectif. Nous avons la science d'un côté, mais nous avons aussi l'aspect sanitaire de l'autre côté. Et donc, c'est une première dans l'histoire où on voit cliniciens, scientifiques qui mettent la main dans la main pour apporter des éléments de réponse au service de la santé du citoyen. Donc, une sorte d'union des forces pour apporter des réponses. Justement, une question qui se pose aussi. On voit que en Angleterre, par exemple, c'est les universités d'Oxford qui ont contribué à la mise au point de ce vaccin. Qu'en est-il au Maroc au niveau au niveau supérieur, je veux dire de l'enseignement supérieur? Sentez-vous des choses émerger à ce niveau-là pour contribuer à apporter une réponse scientifique, mais aussi en termes de détection? Qu'en est-il justement au niveau donc, de l'enseignement supérieur? Oui, au niveau de l'enseignement supérieur, il y avait également cet appel d'offres qui était lancé par notre ministère de la tutelle pour inciter justement la recherche, non seulement pour comprendre le virus, mais également pour développer des approches thérapeutiques. Et donc, en partant du génome de ce virus, il y a des applications très intéressantes qui sont à l'horizon. Donc, séquencer le génome en soi n'est pas une fin. Mais quelle est la conséquence quelles sont les retombées de ce séquençage? On séquence parce qu'on a besoin d'identifier le virus. Et donc, lorsqu'on a la séquence à la portée de la main, on peut développer des kits de détection, des kits de diagnostic. On peut développer également des approches pour le développement de vaccins. À titre d'exemple, la compagnie Moderna aux États-Unis, le lendemain où les Chinois ont publié le génome de SARS-CoV-2, ils ont déjà entamé leur approche pour développer leur vaccin. Donc vous voyez l'importance d'avoir la séquence de ce génome. Et deuxièmement, lorsque le vaccin elle est conçu sur la base de ces séquences qu'on donne, mais également lorsqu'on veut suivre la vaccination. Pourquoi on a tellement peur de ces variants par rapport au développement de vaccins? Parce que certains variants contiennent certaines mutations qui peuvent échapper à la vaccination. Donc là, il y aurait également toute une stratégie pour voir quel est l'impact de chaque mutation sur l'échappement à un tel vaccin. Et là, la stratégie de Maroc était vraiment une stratégie très avisée, très bien conseillée, parce que nous avons deux types de vaccins. Un vaccin qui est à base d'un virus complètement inactivé, et donc tous les sites potentiels et antigéniques sont concernés, donc la probabilité d'échappement est réduite. Et nous avons le vaccin d'AstraZeneca qui est développé justement par Oxford et qui est basé sur cette fameuse spike protéine. Donc, elle est de notre devoir, puisqu'on l'utilise à l'échelle nationale, de suivre les mutations, de suivre les personnes qui ont reçu le vaccin et qui peuvent éventuellement être réinfectées pour savoir s'il y a eu des mutations qui ont causé cet échappement. C'est une approche scientifique qu'on fait tout le temps. Et donc, à l'échelle vraiment de l'enseignement supérieur et de la recherche, il y a, en plus de ces plateaux techniques qui sont au service de la recherche à l'échelle nationale, mais il y a également des projets de développement. Alors, nous sommes, dans ce cadre, en train de développer un kit pour un dépistage rapide pour les variants et qui va coûter moins cher.
Voilà. Je rappelle juste que durant l'été, donc la Fondation Massir avait réussi à mettre en place un kit de dépistage rapide. Terminons en parlant de coopération. Lors du dernier sommet de l'Union africaine, le Maroc avait fait part de sa disponibilité, en tout cas sa disposition à partager son expérience en termes de vaccination. Et je rappelle qu'à ce jour, près de 2 millions de personnes ont été vaccinées au Maroc. En termes de coopération avec les pays africains, qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là? Oui, donc à l'échelle de notre plateforme, qui est la plateforme génomique fonctionnelle, qui fait partie des unités d'appui technique à la recherche scientifique, qui est une des composantes de la mutualisation des moyens scientifiques et techniques mis par le ministère et opérationnalisés par le CNRST, nous avons des projets à l'échelle internationale et à l'échelle régionale. Puisque vous avez posé la question en termes d'Afrique, on vient d'être sollicité par l'Afrique du Sud, justement, pour faire un consortium à l'échelle africaine en termes de la génomique du virus. C'est-à-dire qu'on va mettre tous les génomes à l'échelle africaine en collaboration avec le CDC Afrique pour pouvoir suivre l'évolution de ces variants à l'échelle africaine. Nous avons également des collaborations avec le Sénégal et avec des laboratoires dans le domaine un peu loin de SARS-CoV-2, mais dans le domaine de la cancérologie. Nous réalisons de séquençage pour eux, justement. Nous avons des étudiants du Sénégal qui envoient les séquences à notre plateforme. Nous avons également collaboré avec la RDC pour tout ce qui est la résistance de ces moustiques au traitement. Et donc, nous avons développé toute l'approche génomique pour voir est-ce que les moustiques développent des gènes de résistance à certains traitements. Donc, ça, c'est vraiment un petit aperçu sur ce qu'on fait à l'échelle régionale. Et nous avons eu récemment un appui financier de la part de l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, pour renforcer notre capacité de séquençage avec une projection au niveau africain. Donc, on veut être un centre d'excellence qui va assurer même des formations à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. C'est intéressant. Une dernière question, hein. Je disais tout à l'heure que c'était la dernière, mais là, elle me vient à l'esprit parce qu'on parlait de l'Union africaine tout à l'heure et vous avez cité l'Afrique du Sud qui a sollicité donc, le Centre national de recherche scientifique et technique à Rabat pour un partenariat, si j'ose dire, ou une assistance pour aider à identifier donc, dans ce domaine de séquençage. Selon vous, est-ce ce type de partenariat, hormis les aléas politiques, sont solides entre vous, scientifiques? Non, c'est un début d'expérience et ce n'est pas uniquement le Centre national qui a été sollicité, c'est un nombre de chercheurs dans le domaine de la virologie qui ont été sollicités pour mettre en commun nos données. En fait, il y a une initiative à l'échelle internationale qui est très connue des spécialistes qu'on appelle GICID, où le monde entier, face à la pandémie, partage les informations concernant les génomes circulant dans leur pays. Et donc, cette initiative, donc c'est des scientifiques qui sollicitent donc nous. Et je pense que l'approche scientifique, le rapprochement scientifique va être un point très, très positif pour approcher les avis des uns et des autres. Merci beaucoup El Moustapha El Fahim. Je rappelle que vous êtes le directeur du laboratoire génomique fonctionnel au Centre national de la recherche scientifique et technique de Rabat, le CNRST. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Médien TV. Merci, c'est à moi. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medi1news.com. Très bonne journée et très bonne suite de programmes sur Médien TV.